Je m'appelle Sarah, j'ai 29 ans, et jusqu'à il y a 3 mois, j'étais sincèrement convaincue que ma famille m'aimait autant que les autres. Je pensais que les petites vexations, les réussites oubliées, les changements de plan de dernière minute, c'était juste le chaos familial normal. Mais quand toute ma famille a annulé mon dîner d'anniversaire des 29 ans 2 heures avant qu'on se retrouve, parce que ma sœur Emma avait eu une promotion dans son boulot de marketing, tout a soudain pris un sens parfait et dévastateur. Si vous avez déjà eu l'impression d'être la pensée après coup de la famille, que vos réussites comptent moins que celles des autres, restez avec moi. Cette histoire pourrait vous aider à voir des schémas que vous essayez d'ignorer, et je vous promets qu'à la fin, vous comprendrez pourquoi poser des limites n'est pas de l'égoïsme. C'est une question de survie. Laissez-moi vous ramener au début, parce que l'annulation d'anniversaire n'était pas vraiment le début. C'était juste le moment où la vérité est devenue impossible à nier. En grandissant comme enfant du milieu entre Emma, qui a 2 ans de plus que moi, et mon petit frère Jake, j'ai vite appris que mon rôle dans la famille était celui de soutien, pas de star. Emma était l'enfant dorée, belle, charismatique, naturellement douée pour tout ce qu'elle touchait. Elle est entrée à Stanford avec une bourse partielle pour le tennis, a eu son diplôme avec mention et a décroché son premier poste en marketing dans une boîte prestigieuse à San Francisco dès la fin de ses études. Jake était le petit dernier, l'enfant surprise arrivé quand j'avais 7 ans, et tout ce qu'il faisait était célébré comme s'il avait inventé le feu. Et moi? J'étais Sarah la stable, la fiable, celle qui aidait Emma avec ses dossiers d'inscription à l'université alors que j'étais qu'en seconde au lycée. Celle qui gardait Jake tous les week-ends pour que mes parents puissent aller au tournoi de tennis d'Emma à 3 heures de route. Celle qui est entrée à l'école d'infirmière d'UC Davis par son propre travail et ses prêts étudiants, parce que contrairement à l'éducation d'Emma, la mienne n'était pas une priorité d'investissement familial. Je me disais que ces différences étaient normales. L'ordre de naissance, disait-il. Des enfants différents, des besoins différents. J'ai vraiment cru à cette histoire pendant des années, même quand les preuves s'accumulaient, que peut-être, juste peut-être, je n'imaginais pas ce déséquilibre. Quand Emma a eu son diplôme de Stanford, mes parents lui ont organisé une fête pour 60 personnes dans notre jardin. Ils ont fait appel à un traiteur, lui ont acheté une voiture comme cadeau de diplôme, et mon père a fait un discours de 20 minutes sur à quel point ils étaient fiers de leur fille brillante. Quand j'ai eu mon diplôme d'infirmière 2 ans plus tard, on est allé dîner à l'Olive Garden, juste nous 5, et mon père a passé la plupart du repas à parler de la saison de baseball à venir de Jake. Je me souviens d'être restée là, à triturer mes tagliatelles au poulet, regardant ma famille discuter de la moyenne au bâton de Jake, pendant que mon diplôme d'infirmière restait dans un sac cadeau de remise de diplôme à mes pieds, non ouvert. Quand j'ai enfin eu l'occasion de mentionner que j'avais été acceptée en soins intensifs cardiologiques au centre médical UC Davis pour mon premier poste d'infirmière, un placement compétitif que la plupart des nouveaux diplômés n'obtiennent pas, ma mère a souri et a dit que c'était bien, puis s'est immédiatement retournée vers Jake pour lui demander s'il avait besoin de nouvelles chaussures à crampons. Mais je me suis dit que les soins infirmiers n'étaient pas aussi passionnants que Stanford, que les soins intensifs cardiologiques paraissaient probablement ennuyeux aux gens qui ne comprenaient pas le milieu médical. Je trouvais des excuses pour eux parce que je les aimais et parce que je ne pouvais pas supporter l'explication alternative. Le schéma a continué tout au long de ma vingtaine. Quand Emma s'est fiancée à Marcus, son petit ami de fac, mes parents ont payé un mariage à 35 000 $. Ils ont passé des mois à planifier, ont engagé un organisateur de mariage et ont bouleversé la vie de toute la famille pendant 8 mois de préparation. Quand je me suis fiancée à David, un infirmier que j'avais rencontré pendant ma première année aux soins intensifs, ils ont proposé de contribuer 3 000 $ et ont suggéré qu'on reste dans la simplicité. Quand Jake a décidé de prendre une année sabbatique après le lycée pour réfléchir à son avenir, mes parents ont soutenu son voyage de découverte de soi et l'ont laissé vivre à la maison sans payer de loyer pendant qu'il travaillait à temps partiel dans une salle de sport locale. Quand j'ai demandé si je pouvais revenir habiter à la maison pendant 6 mois pour économiser de l'argent pour un acompte sur une maison, ils ont dit qu'ils pensaient qu'il était important que je sois indépendante à mon âge. Ce n'étaient pas des moments énormes et dramatiques de rejet, c'étaient des coupures de papier, s'accumulant au fil des années jusqu'à ce que j'ai appris à attendre moins, à demander moins et à me convaincre que moins était ce que je méritais. Je suis devenue experte dans la gestion de ma propre déception, dans le fait de rétrécir mes attentes pour qu'elles s'ajustent à l'espace que ma famille avait taillé pour moi. Mais j'ai continué à essayer, continué à me présenter, continué à croire que si je me prouvais suffisamment, travaillais assez dur, accomplissais assez,
ils me verraient comme ils voyaient Emma et Jake. Je me suis jetée dans ma carrière, obtenant des certifications, me portant volontaire pour les cas les plus difficiles, bâtissant une réputation comme l'une des infirmières cardiologiques les plus compétentes de notre système hospitalier. J'ai acheté une maison à 27 ans, j'ai été promue infirmière-chef à 28 ans et j'ai maintenu un dossier parfait de soins aux patients qui m'a valu la reconnaissance de l'administration hospitalière. Je pensais que sûrement ces accomplissements changeraient quelque chose dans la perception que ma famille avait de moi. J'imaginais mes parents se vanter de leur fille l'infirmière-chef, comme ils se vantaient des campagnes marketing d'Emma ou de l'acceptation de Jake au collège communautaire après son année sabbatique. Mais quand je leur ai parlé de ma promotion au poste d'infirmière en chef, mon père m'a demandé si ça voulait dire que j'allais travailler plus d'heures et ma mère s'est inquiétée que le stress puisse être mauvais pour ma peau. J'ai commencé à remarquer d'autres choses aussi. Des messages de groupe en famille pour des dîners improvisés qui d'une façon ou d'une autre ne m'incluaient pas. Des photos de réunions de famille auxquelles je n'étais pas invitée, postées sur les réseaux sociaux avec des légendes sur les précieux moments en famille. Quand j'ai posé des questions sur ces rassemblements, on me disait qu'ils étaient de dernière minute, qu'ils ne voulaient pas me déranger puisque je travaillais des journées si longues, qu'ils pensaient que j'étais probablement occupée. Pendant ce temps, l'emploi du temps d'Emma en tant que directrice marketing n'était jamais trop contraignant pour les événements familiaux et les cours à temps partiel de Jake au collège communautaire ne le rendaient jamais trop occupé pour les dîners en famille. Le message était clair, mon temps n'était pas assez précieux pour être protégé, mais il n'était pas non plus assez important pour être priorisé. L'histoire de l'anniversaire a commencé de façon innocente. Mon 29e anniversaire tombait un samedi et j'avais spécifiquement demandé ce week-end de congé, quelque chose que je faisais rarement, puisque je prenais généralement des heures supplémentaires. J'attendais cet anniversaire depuis des mois parce que j'avais l'impression que c'était le bon moment pour fêter non seulement une année de plus, mais la vie que j'étais en train de me construire. J'avais récemment commencé à sortir avec quelqu'un de nouveau, Michael, qui était inhalothérapeute à l'hôpital. Ma carrière prospérait, je venais de finir de rembourser mes prêts étudiants pour l'école d'infirmière et j'avais l'impression de finalement trouver mon rythme en tant qu'adulte. J'ai fait la réservation moi-même au Bella Vista, un bon restaurant italien qui était assez élégant pour être festif, mais pas si cher que ça mettrait qui que ce soit mal à l'aise. J'ai invité mes parents, Emma et Marcus et Jake. J'ai spécifiquement choisi samedi soir parce que je savais que ça marcherait pour l'emploi du temps de tout le monde et j'ai envoyé l'invitation 3 semaines à l'avance pour m'assurer que tout le monde puisse s'organiser en conséquence. Tout le monde a confirmé avec enthousiasme. Ma mère a dit qu'elle était excitée d'essayer le restaurant, Emma a dit qu'elle voulait rattraper le temps perdu avec moi de toute façon et Jake a promis qu'il n'oublierait pas cette fois comme il l'avait fait pour mon anniversaire l'année dernière. J'étais vraiment excitée à l'idée de rassembler tout le monde, d'avoir une soirée où j'étais le centre d'attention de la famille de manière positive. Le jour de mon anniversaire, j'ai passé la matinée à nettoyer ma maison et l'après-midi à me préparer. J'ai acheté une nouvelle robe, j'ai fait mes cheveux et j'ai même fait une folie pour un maquillage professionnel parce que je voulais être belle sur les photos que j'étais sûre qu'on prendrait. Michael devait nous retrouver au restaurant et j'étais nerveuse mais excitée de le présenter à ma famille. À 28 ans, j'avais l'impression de devenir enfin la personne que je voulais être et je voulais que ma famille voie cette personne aussi. À 16h30, 2 heures avant notre réservation de 18h30, mon téléphone a sonné. C'était ma mère et le ton de sa voix m'a immédiatement fait comprendre que quelque chose n'allait pas. Elle m'a expliqué qu'Emma venait de recevoir un appel de son patron. Elle avait été promue directrice marketing senior, un poste qu'elle espérait mais qu'elle pensait ne pas être disponible avant encore 1 an. La promotion s'accompagnait d'une augmentation de salaire considérable et de l'opportunité de diriger sa propre équipe. C'était une nouvelle énorme qui allait changer la vie d'Emma professionnellement et le timing semblait être un parfait hasard du destin. L'entreprise d'Emma organisait une célébration improvisée dans un restaurant huppé à San Francisco ce soir-là. Tous les dirigeants seraient là, Marcus était invité, et c'était exactement le genre d'opportunité de réseautage qui pourrait façonner toute la trajectoire professionnelle d'Emma. Ma mère m'a expliqué qu'Emma se sentait terrible à cause du timing, mais que c'était trop important pour rater ça. Je comprenais parfaitement. Les opportunités de carrière comme celle-ci ne se présentent pas souvent, et je voulais sincèrement qu'Emma réussisse. J'ai dit à ma mère que ça allait, qu'on pouvait reporter, que le dîner de famille pouvait attendre mais pas l'avancement professionnel. Mais ma mère a continué à parler. Papa allait conduire Emma et Marcus à San Francisco pour qu'ils puissent tous célébrer ensemble.
Jake voulait venir aussi, parce qu'il n'était jamais allé à un événement professionnel chic et trouvait que ça serait intéressant. Toute la famille allait en faire une soirée, transformant la célébration professionnelle d'Emma en célébration familiale. J'ai attendu que ma mère mentionne le report de mon dîner d'anniversaire. J'ai attendu qu'elle suggère qu'on célèbre la promotion d'Emma et mon anniversaire ensemble le week-end suivant, ou qu'elle reconnaisse que ce timing était malheureux, mais qu'on trouverait une solution. Au lieu de ça, elle a dit qu'il rentrerait probablement tard, que la circulation à San Francisco était imprévisible et que peut-être je pourrais célébrer mon anniversaire avec Michael à la place. Elle m'a suggéré de me faire plaisir, que 29 ans n'était pas un anniversaire marquant de toute façon et qu'on ferait quelque chose pour mes 30 ans l'année prochaine pour rattraper. La conversation a duré peut-être 3 minutes. Au moment où j'ai raccroché, toute ma famille avait choisi la fête professionnelle d'Emma plutôt que mon dîner d'anniversaire et j'étais assise seule dans ma cuisine, dans une nouvelle robe sans nulle part où aller. J'ai appelé le restaurant et annulé la réservation. J'ai appelé Michael et lui ai expliqué ce qui s'était passé, en essayant de garder un ton léger et compréhensif, comme si c'était simplement une de ces choses qui arrivent parfois. Il a proposé de m'emmener sortir, juste nous deux, mais je n'avais plus envie de célébrer. J'ai passé mes 29 ans à la maison, à regarder Netflix en pyjama, essayant de me convaincre que je n'étais pas blessée, juste déçue, et que la déception était raisonnable et gérable. Mais quelque chose avait changé ce soir-là. Allongée dans mon lit, je n'arrivais pas à arrêter de penser à la facilité avec laquelle ma famille avait annulé nos projets. Il n'y avait eu aucune vraie considération d'alternative, aucune reconnaissance que c'était mon anniversaire que nous reportions, aucune prise en compte du fait que j'avais spécifiquement demandé un congé pour ce dîner. Si ça avait été le dîner d'anniversaire d'Emma et que j'avais reçu une bonne nouvelle inattendue, est-ce que la famille aurait annulé sa fête pour assister à mon événement? La réponse m'est venue immédiatement, et ce n'était pas celle que je voulais affronter. J'ai commencé à repenser à d'autres moments où ce schéma s'était répété. La fête de fiançailles d'Emma qui avait été déplacée au même week-end que ma cérémonie de remise de diplôme d'infirmière, ce qui signifiait que je devais choisir entre mon propre dîner de diplôme et être là pour la célébration d'Emma. Les tournois de baseball de Jake qui semblaient toujours tomber en même temps que mes réussites professionnelles, ce qui faisait que la présence de la famille à mes événements était aléatoire, tandis que ces événements à lui étaient des priorités familiales non négociables. Plus j'y pensais, plus je réalisais que ma famille m'avait conditionnée à attendre moins, et j'avais si bien appris la leçon que j'étais devenue complice de ma propre marginalisation. Je leur facilitais la tâche pour qu'ils choisissent d'autres personnes plutôt que moi, parce que je ne me plaignais jamais. N'exigeait jamais un meilleur traitement, n'insistait jamais pour que mes événements soient priorisés de manière égale. J'étais devenue le membre de la famille qu'on pouvait décevoir sans conséquence, celle dont les sentiments n'avaient pas besoin d'être ménagés avec précaution, celle qui comprendrait et s'adapterait à tout ce qui était plus important que nos projets. J'étais fiable dans ma flexibilité, digne de confiance dans ma déception. Au cours des semaines suivantes, j'ai commencé à observer les dynamiques familiales avec une nouvelle conscience. J'ai remarqué que quand Emma appelait mes parents, ils libéraient leurs emplois du temps pour parler. Quand j'appelais, ils disaient souvent qu'ils me rappelleraient plus tard, et parfois ils oubliaient. J'ai remarqué que les problèmes d'Emma devenaient des projets familiaux, nécessitant les conseils et le soutien de tous, tandis que mes défis étaient des choses que j'étais censée gérer de manière indépendante. Quand la voiture d'Emma est tombée en panne, papa a passé tout son samedi à chercher des options de remplacement et a fait 2 heures de route pour négocier avec un concessionnaire en son nom. Quand ma machine à laver a cessé de fonctionner l'année précédente, papa m'a parlé d'un gars qui pourrait peut-être la réparer mais a dit qu'il était trop occupé ce mois-là pour y jeter un œil. J'ai commencé à documenter ces différences, non pas parce que je prévoyais d'affronter qui que ce soit, mais parce que j'avais besoin de me prouver que je n'étais pas hypersensible ou que j'imaginais des disparités qui n'existaient pas. Les preuves étaient accablantes et indéniables. Ma famille avait une hiérarchie claire de qui comptait le plus, et j'étais définitivement tout en bas. Le point de rupture est arrivé 6 semaines après mon dîner d'anniversaire annulé. Emma a organisé une réunion de famille pour annoncer que Marcus et elle étaient prêts à essayer d'avoir un bébé. Elle voulait s'assurer d'avoir le soutien de la famille avant de commencer cette aventure, et elle avait des préoccupations concernant l'équilibre travail-vie personnelle qu'elle voulait discuter avec tout le monde. Mes parents sont immédiatement passés en mode célébration. Maman a commencé à parler de convertir la chambre d'amis en nursery pour quand Emma viendrait avec le bébé. Papa a commencé à chercher les meilleurs secteurs scolaires près de chez Emma. Jake a proposé de faire du babysitting quand ils auraient besoin d'aide.
Toute la famille a commencé à réorganiser sa vie autour de cette grossesse hypothétique. J'étais heureuse pour Emma, vraiment excitée de devenir tante, et je soutenais ses décisions de planification familiale. Mais en écoutant ma famille faire des plans élaborés pour soutenir la future grossesse d'Emma, je ne pouvais pas m'empêcher de me rappeler ma propre expérience quand je leur avais parlé de changements importants dans ma vie. 2 ans plus tôt, quand j'avais décidé de poursuivre une certification supplémentaire en cathétérisme cardiaque, une formation spécialisée qui ferait considérablement avancer ma carrière, mais nécessitait 6 mois d'études intensives et de rotation clinique, j'avais annoncé mes projets lors d'un dîner de famille similaire. La réponse avait été un intérêt poli suivi de papa qui demandait si j'avais vu le match ce week-end et maman qui se demandait si quelqu'un voulait un dessert. Le contraste était si frappant que ça m'a fait l'effet d'un coup physique. La grossesse hypothétique d'Emma recevait plus de planification familiale et d'investissement émotionnel que mon avancement professionnel réel n'en avait reçu. Ces défis futurs étaient déjà en train d'être résolus par comité, tandis que mes défis passés, j'avais dû les gérer seule. Cette nuit-là, j'ai pris une décision qui semblait à la fois terrifiante et libératrice. J'allais commencer à me traiter avec la même importance que j'espérais que ma famille me traiterait. J'allais arrêter de tolérer leur attitude dédaigneuse et commencer à exiger le respect que je méritais. L'occasion s'est présentée plus tôt que prévu. 2 semaines plus tard, ma mère m'a appelé pour me demander si je pouvais faire des heures supplémentaires pour remplacer une collègue qui voulait prendre congé pour assister à la fête de planification de baby shower d'Emma. Emma n'était même pas encore enceinte, mais elle et ses amis avaient décidé de commencer à planifier l'éventuel baby shower comme activité amusante de week-end, et ma mère voulait y assister. Pour la première fois de ma vie d'adulte, j'ai dit non. J'ai expliqué que j'avais déjà des projets pour ce week-end, ce qui était vrai, avec Michael et quelques amies infirmières. J'ai dit que je ne changerais pas mon emploi du temps pour une fête liée à une grossesse qui n'existait pas encore, et que si maman voulait assister à la session de planification d'Emma, elle devrait organiser son propre emploi du temps sans s'attendre à ce que je réorganise le mien. Ma mère était choquée. Elle a dit qu'elle ne m'avait jamais rien demandé de déraisonnable, que la famille devrait se soutenir mutuellement et qu'elle était déçue de mon attitude égoïste. Elle a dit qu'Emma serait blessée, que je ne donne pas la priorité à son bonheur et que ce genre d'attitude endommagerait mes relations avec tout le monde. J'ai écouté ces paroles et au lieu de me sentir coupable, j'ai ressenti une étrange clarté. Cette conversation prouvait exactement ce que j'avais commencé à réaliser. La définition du soutien familial de ma famille était complètement unidirectionnelle. Soutenir Emma signifiait que tout le monde réorganise sa vie pour sa commodité. Me soutenir signifiait que je réorganise ma vie pour la commodité de tout le monde. J'ai dit à ma mère que j'aimais Emma et voulais qu'elle soit heureuse, mais que planifier un baby shower pour une grossesse qui ne s'était pas encore produite n'était pas une urgence familiale nécessitant mon sacrifice professionnel. J'ai dit que je soutenais Emma en étant enthousiaste à propos de ses projets futurs, pas en perturbant mon emploi du temps de travail pour ces célébrations hypothétiques. La conversation s'est mal terminée, ma mère disant qu'elle ne comprenait pas pourquoi j'étais si difficile ces derniers temps et qu'elle espérait que je réfléchirais à ce que la famille signifiait vraiment pour moi. Mais j'avais réfléchi à ce que la famille signifiait pour moi et je commençais à réaliser que ma définition et la leur étaient complètement différentes. Pour moi, la famille signifiait un soutien mutuel, des célébrations partagées et une considération égale. Pour eux, la famille signifiait mon accommodement inconditionnel de leurs priorités. La vraie confrontation a eu lieu lors de la cérémonie de remise des diplômes du Community College de Jake 2 mois plus tard. Bien que j'ai dit à ma famille à plusieurs reprises que j'étais programmée pour travailler un double service ce jour-là, ils s'attendaient d'une manière ou d'une autre à ce que j'apparaisse magiquement à sa cérémonie. Quand je ne me suis pas présentée, Emma m'a appelée de la remise des diplômes pour exprimer sa déception. Elle m'a dit que Jake m'avait spécifiquement cherché dans la foule, que mes parents étaient gênés de dire aux gens que je n'étais pas là et que rater les événements familiaux devenait une habitude chez moi. Elle a dit que la famille commençait à s'inquiéter que mon travail me rende antisociale et que j'utilisais le boulot comme excuse pour éviter les responsabilités familiales. Cette conversation a été la goutte qui a fait déborder le vase de ma tolérance pour leur version révisée des faits. J'ai rappelé à Emma que j'avais dit à tout le monde 3 semaines à l'avance que je travaillerais le jour de la remise des diplômes de Jake, que j'avais spécifiquement demandé à quelqu'un de me remplacer, mais qu'on m'avait dit que ce n'était pas possible,
et que pas une seule personne dans ma famille n'avait suggéré d'ajuster le timing de la célébration pour s'adapter à mon horaire. Emma a dit que mon planning de travail était de ma responsabilité à gérer et que les événements familiaux ne devaient pas être planifiés autour de mes disponibilités professionnelles. Elle a dit que d'autres gens arrivaient à équilibrer travail et famille et que je devais déterminer mes priorités. Alors je lui ai parlé de mes priorités. J'ai expliqué que ma priorité était de construire une carrière qui pouvait me permettre d'être indépendante, puisque j'avais appris à ne pas compter sur le soutien familial pour quoi que ce soit d'important. J'ai dit que ma priorité était de maintenir mes engagements professionnels, puisque ma famille m'avait appris que mes engagements étaient les plus jetables quand des conflits d'horaires surgissaient. J'ai dit que ma priorité était de protéger mon bien-être émotionnel, puisque j'avais finalement réalisé que personne d'autre dans notre famille n'allait en faire une priorité. Emma est restée silencieuse un long moment, puis a dit qu'elle ne comprenait pas pourquoi j'étais si dramatique à propos de dynamique familiale normale. Elle a dit que chaque famille avait des personnalités différentes et des besoins différents, et que je semblais prendre tout trop personnellement ces derniers temps. Cette phrase « prendre tout trop personnellement » m'est restée en tête pendant des jours. J'ai réalisé que la réaction de ma famille à mes nouvelles limites était de pathologiser mes sentiments plutôt que d'examiner leur comportement. Au lieu de considérer si leur traitement envers moi avait été injuste, ils ont décidé que ma perception de l'injustice était le problème. Cette réaction m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir sur leur volonté de changer. Ils n'étaient pas intéressés à mieux me traiter. Ils étaient intéressés à ce que je continue d'accepter un mauvais traitement sans me plaindre. J'ai pris la décision d'arrêter de participer aux événements familiaux où je me sentais comme une pensée après coup ou une obligation. J'ai arrêté de réorganiser mon emploi du temps pour m'adapter à leurs plans. J'ai arrêté d'offrir une aide qui n'était ni appréciée ni rendue. J'ai commencé à construire une vie qui me semblait épanouissante sans avoir besoin de leur validation. Le changement sur ma santé mentale a été immédiat et spectaculaire. Sans la déception constante d'attentes non comblées, j'avais de l'énergie pour des relations qui me nourrissaient vraiment. Ma relation avec Mickaël s'est approfondie. Mes amitiés au travail sont devenues plus significatives. J'ai commencé à poursuivre des loisirs et des intérêts que ma famille avait toujours rejetés comme ennuyeux ou peu pratiques. Je me suis inscrite à un programme d'études supérieures pour devenir infirmière praticienne, un objectif que j'avais abandonné des années plus tôt quand la réaction de ma famille à ma mention d'études supplémentaires avait été de me mettre en garde contre les dettes et de questionner si j'étais réaliste concernant mes capacités. Sans leurs doutes qui résonnaient dans ma tête, je me sentais confiante quant à ma capacité à réussir. Le programme était exigeant mais stimulant. Pour la première fois de ma vie, j'étais entourée de personnes qui valorisaient mon intelligence, respectaient mes idées et soutenaient mes objectifs professionnels. Mes professeurs reconnaissaient mes compétences cliniques et m'encourageaient à envisager une spécialisation en électrophysiologie cardiaque, un domaine qui me permettrait de travailler avec une technologie de pointe et les cas cardiaques les plus complexes. 6 mois après le début du programme, j'ai reçu une nouvelle qui a tout changé. L'hôpital où je travaillais m'avait proposé pour le prix régional d'excellence en soins infirmiers, reconnaissant mes soins aux patients, mes compétences de leadership et mon engagement envers le développement professionnel. La nomination signifiait que je serais honorée lors d'un gala auquel assisteraient des dirigeants de la santé de tout l'État et si je gagnais, je recevrais une bourse de 10 000 $ pour mes études supérieures. J'ai appelé ma famille pour partager la nouvelle, m'attendant à ce que sûrement cette réussite soit assez importante pour mériter leur véritable enthousiasme et fierté. Les réponses étaient exactement ce que j'aurais dû attendre à ce moment-là, mais elles m'ont quand même fait mal. Ma mère m'a félicitée puis s'est immédiatement mise à parler de la nouvelle grossesse d'Emma. Elle était tombée enceinte 2 mois plus tôt et commençait maintenant à montrer. Mon père a dit que le prix semblait impressionnant et a demandé si cela signifiait que je devrais faire un discours, parce qu'il savait que parler en public me rendait nerveuse. Jake a dit « cool » et a demandé s'il pouvait emprunter de l'argent pour ses manuels scolaires. Personne n'a posé de questions sur la cérémonie. Personne n'a proposé d'y assister. Personne ne semblait comprendre que c'était un honneur professionnel majeur qui reflétait des années de travail acharné et de dévouement. En moins de 5 minutes, la conversation avait dérivé sur les nausées matinales d'Emma et sur le fait qu'elle devrait essayer le thé au gingembre ou la vitamine B6. J'ai raccroché en me sentant vide mais pas surprise. Leur réaction m'avait montré exactement l'importance que mes réussites avaient pour eux et cette clarté était en fait un cadeau. J'ai arrêté d'attendre qu'ils célèbrent mes succès, ce qui signifiait que j'ai arrêté d'être déçue quand ils ne le faisaient pas.
Le soir de la cérémonie de remise des prix est arrivé et j'y suis allée avec Michael, 2 amis proches du travail, et mon directeur de thèse. Je portais une robe bleu marine qui me donnait confiance et un air professionnel. Mes compagnons de table étaient des professionnels de santé intelligents et accomplis qui comprenaient l'importance de cette reconnaissance et étaient sincèrement ravis de célébrer avec moi. Quand ils ont annoncé mon nom comme lauréate du prix régional d'excellence en soins infirmiers, j'ai ressenti une vague de fierté et d'accomplissement qui m'appartenait entièrement. Je me suis dirigée vers la scène pour recevoir le prix, j'ai fait un bref discours sur l'importance des soins cardiologiques et du plaidoyer pour les patients, et je suis retournée à ma table pour trouver mes compagnons rayonnants de fierté pour ma réussite. La bourse de 10 000 $ couvrirait la plupart des coûts restants de mes études supérieures. Cette reconnaissance ouvrirait des portes dans ma carrière dont je n'avais fait que rêver. La validation de ma communauté professionnelle a rempli un espace dans mon cœur que j'essayais de combler avec l'approbation de ma famille depuis 29 ans. Je n'ai pas appelé ma famille ce soir-là pour leur dire que j'avais gagné. J'ai célébré avec des gens qui se souciaient sincèrement de mon succès, et pour la première fois de ma vie d'adulte, cela m'a semblé suffisant. 3 jours plus tard, ma mère a appelé pour me demander si je pouvais garder les enfants d'Emma le week-end suivant. Emma avait accouché de jumeaux, un garçon et une fille, 6 semaines plus tôt, et elle et Marcus voulaient une soirée en amoureux. Quand j'ai dit que j'étais occupée, maman a demandé ce que je pouvais bien faire de plus important que d'aider ma sœur pendant cette période épuisante. Je lui ai dit que j'étudiais pour mes examens de fin d'études supérieures et que je travaillais sur mon projet de fin d'études. Elle a dit que j'étais à l'école depuis une éternité et a demandé quand j'avais l'intention d'en finir avec toute cette éducation. J'ai expliqué que j'avais gagné un prix important en soins infirmiers la semaine précédente et que cette reconnaissance avait ouvert de nouvelles opportunités pour ma carrière qui nécessitaient une certification supplémentaire. Ma mère a marqué une pause, puis a dit qu'elle pensait que j'avais mentionné quelque chose à propos d'un prix. Elle a dit que c'était bien et a redemandé pour la garde des jumeaux d'Emma. Ce moment a tout cristallisé pour moi. J'avais remporté un prix régional reconnaissant mon excellence professionnelle, et ma mère n'arrivait pas à s'en souvenir 3 jours plus tard, mais elle s'attendait à ce que je réorganise mon emploi du temps d'études supérieures pour garder Emma gratuitement. J'ai dit à ma mère que je ne ferais pas de babysitting ce week-end, ni aucun autre week-end, que mon éducation et ma carrière étaient mes priorités et qu'Emma devait développer des solutions de garde d'enfants qui ne dépendent pas de ma disponibilité. Ma mère a dit que j'étais égoïste et qu'Emma avait vraiment besoin du soutien familial pendant cette transition difficile vers la maternité. J'ai souligné que quand j'avais travaillé des doubles équipes tout en suivant mes études supérieures, personne ne m'avait offert de soutien familial ou ne s'était inquiété de ma transition difficile. J'ai dit que le besoin d'aide d'Emma était valide, mais qu'attendre de moi que je fournisse du travail gratuit tout en ignorant mes propres réussites et priorités était injuste. Ma mère a dit qu'elle ne comprenait pas pourquoi je faisais tout tourner autour de moi, que ce n'était pas une compétition et que les membres de la famille devraient s'entraider sans tenir de compte. Mais j'avais réalisé que ma famille avait toujours tenu des comptes. Ils n'avaient simplement jamais compté mes points. Chacune de mes réussites qui n'avaient pas été célébrées, chacune de mes priorités qui avaient été rejetées, chaque fois que mes besoins avaient été considérés comme moins importants que ceux de tous les autres, ils avaient soigneusement gardé trace d'une hiérarchie où j'étais classée en dernier. J'ai dit à ma mère que j'en avais fini de participer à une dynamique familiale où mon rôle était de tout donner et de ne rien recevoir. J'ai dit que j'aimais Emma et voulais qu'elle réussisse en tant que mère, mais que son succès n'était pas ma responsabilité à assurer par des sacrifices personnels. La conversation s'est terminée avec ma mère disant qu'elle était déçue de la personne que je devenais et qu'elle espérait que je me souviendrais de ce que signifiait la famille avant d'endommager ses relations de façon permanente. Mais je me souvenais de ce que la famille était censée signifier, respect mutuel, soutien partagé et considération égale. Et je réalisais que je n'avais jamais vécu cela avec ma famille d'origine. Ils me demandaient de préserver des relations qui ne m'avaient jamais vraiment servi, de maintenir des liens qui m'avaient constamment diminué. J'ai passé les mois suivants à me concentrer sur mon programme d'études supérieures et à construire des relations avec des gens qui m'appréciaient à ma juste valeur. J'ai terminé mon diplôme d'infirmière praticienne avec une moyenne de 4,0 et j'ai immédiatement accepté un poste dans un cabinet d'électrophysiologie cardiaque qui m'offrait exactement le genre de travail stimulant et spécialisé que j'avais toujours voulu faire.
Mon nouveau travail s'accompagnait d'une augmentation de salaire substantielle, d'opportunités de recherche et de publication, et de la possibilité de travailler avec certaines des technologies cardiaques les plus avancées de la région. Pour la première fois de ma carrière, je me sentais stimulée intellectuellement et épanouie professionnellement. J'ai acheté une belle maison neuve dans un quartier que j'adorais, je l'ai meublée exactement à mon goût, et j'ai créé un espace qui me faisait vraiment me sentir chez moi, comme la maison familiale ne l'avait jamais fait. Michael et moi avons emménagé ensemble, et notre relation s'épanouissait dans un environnement où nous nous sentions tous les deux appréciés et soutenus. Le contraste entre ma nouvelle vie et mes relations familiales devenait de plus en plus frappant. Au travail, mes opinions étaient respectées et mon expertise était valorisée. À la maison, Michael célébrait mes réussites et soutenait mes objectifs. Parmi mes amis, mon succès était source de joie partagée plutôt que de ressentiments silencieux. Pendant ce temps, ma famille continuait à fonctionner comme si rien n'avait changé. Ils m'appelaient de temps en temps pour me demander des services. Est-ce que je pouvais assurer un service pour que quelqu'un puisse assister à un événement des enfants d'Emma? Est-ce que je pouvais prêter de l'argent pour diverses dépenses? Est-ce que je pouvais donner des conseils médicaux pour des problèmes de santé mineurs? Mais ils n'appelaient jamais pour demander des nouvelles de mon travail, de ma relation ou de ma vie. La confrontation finale a eu lieu lors des funérailles de mon grand-père, 8 mois après avoir obtenu mon diplôme d'infirmière praticienne. Grand-papa Joe avait été malade pendant plusieurs mois et j'avais été le membre de la famille le plus impliqué dans ses soins médicaux, l'aidant à naviguer entre les rendez-vous médicaux, la gestion des médicaments et les questions d'assurance. Quand il est décédé, j'ai pris un congé au travail pour aider avec les arrangements funéraires, coordonner avec les établissements médicaux et m'occuper de la paperasserie qui accompagne la mort. J'ai passé des heures sur des tâches dont personne d'autre dans la famille ne voulait s'occuper, utilisant mes connaissances médicales pour communiquer avec les prestataires de soins et mes compétences organisationnelles pour gérer la logistique. À la réception funéraire, j'ai surpris une conversation qui a tout changé. Emma parlait à notre tante Carole, lui expliquant pourquoi je semblais distante de la famille ces derniers temps. Emma a dit que j'étais devenue difficile et égocentrique depuis le début de mes études supérieures, que le succès m'était monté à la tête et que je me croyais maintenant trop bien pour les événements familiaux. Elle a dit que ma famille regrettait l'ancienne Sarah, qui était serviable et accommodante, et qu'ils espéraient que je finirais par me rappeler ce qui était important dans la vie. Emma a dit que c'était triste de voir quelqu'un qu'on aime changer autant et qu'elle s'inquiétait que ma concentration sur ma carrière me fasse perdre de vue les relations. Notre tante a demandé si ma famille avait essayé de me parler de ses préoccupations, et Emma a dit qu'il l'avait fait, mais que j'avais l'air de penser que j'étais maintenant meilleure que tout le monde. Elle a dit que la famille essayait d'être patiente, mais que c'était difficile de voir quelqu'un devenir si égoïste. Je suis restée là à écouter Emma me décrire comme égoïste et difficile, alors que j'étais entourée de preuves de mon affection continue pour ma famille. J'avais organisé cette réception funéraire, arrangé le traiteur, géré la liste des invités et coordonné avec les pompes funèbres. Même en maintenant des limites sur mon temps et mon énergie, j'avais été complètement présente pour les gens que j'aimais pendant leur deuil. Mais pour Emma, mon refus de fournir une garde d'enfants gratuite et ma priorité accordée à ma propre éducation faisaient de moi une égoïste. Mon succès me rendait difficile. Mes limites me rendaient centrée sur moi-même. J'ai réalisé que la définition de l'amour de ma famille était mon sacrifice complet de moi-même, et tout ce qui était moindre que ça leur semblait être un rejet. Ils s'étaient tellement habitués à mes accommodements que mon respect de soi le plus basique leur paraissait comme de l'hostilité. Je me suis approchée d'Emma et de notre tante, et j'ai rejoint leur conversation. J'ai dit à Emma que j'avais entendu par hasard sa description de mon caractère et que je voulais offrir quelques clarifications sur mes changements de comportement récents. J'ai dit que j'avais effectivement changé depuis mes études supérieures, mais pas de la façon qu'elle avait décrite. J'ai expliqué que j'avais appris à me valoriser de façon appropriée, à maintenir des limites saines et à construire des relations basées sur le respect mutuel plutôt que sur une obligation unilatérale. J'ai dit que l'ancienne Sarah qui lui manquait avait été quelqu'un qui acceptait les mauvais traitements sans se plaindre, qui sacrifiait ses propres objectifs pour soutenir ceux de tout le monde et qui croyait que l'amour signifiait tolérer le manque de respect. J'ai dit que cette personne s'était fait du mal pour éviter les conflits et que j'étais fière d'être devenue quelqu'un qui refusait de faire ça maintenant. Emma a dit qu'elle ne savait pas de quoi je parlais, que notre famille s'était toujours soutenue également et que je réécrivais l'histoire pour justifier mon égoïsme récent. Alors j'ai fourni des exemples spécifiques.
Je lui ai rappelé mon dîner d'anniversaire annulé, ma remise de diplôme à laquelle personne n'était venu, ma cérémonie de remise de prix que personne n'avait mentionnée, mes réussites professionnelles qui n'avaient pas été célébrées, alors que ces promotions au travail devenaient des célébrations familiales. J'ai parlé de la disparité financière dans la façon dont nos événements majeurs de la vie avaient été soutenus, de la différence dans la façon dont nos problèmes étaient traités et du schéma selon lequel mes besoins étaient considérés comme moins importants que ceux de tout le monde. J'ai fait remarquer que même lors de cette réception funéraire, j'avais géré la plupart de la logistique tout en étant décrite comme peu serviable. Emma est restée silencieuse un moment, puis a dit que chaque famille avait ses propres dynamiques et que j'étais trop sensible concernant les variations normales d'attention et de soutien. Elle a dit que j'avais toujours été plus indépendante qu'elle, donc naturellement j'avais reçu moins d'aide parce que j'avais besoin de moins d'aide. Mais j'avais eu besoin d'aide. J'avais eu besoin de célébration, d'encouragement, de soutien financier et de validation émotionnelle autant qu'elle. La différence était que j'avais appris à ne pas demander ce que je ne recevrais pas, tandis qu'elle avait appris à s'attendre à un soutien automatique pour tout ce qu'elle voulait. Notre tante Carole, qui écoutait tranquillement, a dit qu'elle avait aussi remarqué ces schémas au fil des années et qu'elle était contente que je me défende enfin. Elle a dit que les familles pouvaient s'aimer tout en étant injustes envers certains membres et que reconnaître l'injustice était la première étape pour la guérir. Emma était choquée que notre tante soit d'accord avec mon point de vue. Elle a dit qu'elle n'avait jamais eu l'intention d'être injuste, qu'elle pensait que je préférais être indépendante et qu'elle ne s'était pas rendue compte que je me sentais pas soutenue par la famille. Cette réponse m'a montré quelque chose d'important. Emma n'avait vraiment pas reconnu la disparité dans notre traitement parce qu'elle n'avait jamais vécu la vie du côté de celle qu'on ignore. Elle était si habituée à être la priorité qu'elle n'avait pas remarqué quand d'autres personnes n'étaient pas prioritaires de manière égale. J'ai dit à Emma que je ne pensais pas qu'elle m'avait blessée intentionnellement, mais que l'impact comptait plus que l'intention. J'ai dit que j'avais besoin que notre relation inclue un soutien mutuel et une considération égale, et que j'étais prête à travailler vers ce genre de relation si elle était vraiment intéressée par le changement. Emma a dit qu'elle voulait mieux comprendre et a demandé quel changement spécifique j'avais besoin de voir. Cette question m'a donné de l'espoir parce qu'elle montrait qu'elle se concentrait sur le comportement plutôt que de simplement défendre ses actions passées. J'ai expliqué que j'avais besoin que mes réussites soient célébrées avec le même enthousiasme que les siennes, mes défis soutenus avec le même investissement que les siens et mon temps respecté comme précieux. J'ai dit que j'avais besoin que les plans familiaux considèrent ma disponibilité de manière égale avec celle de tous les autres et que mes priorités soient traitées comme légitimes plutôt qu'accessoires. Emma a dit qu'elle n'avait jamais pensé aux dynamiques familiales en termes d'égalité auparavant et qu'elle pouvait voir comment certaines de mes expériences avaient été injustes. Elle a dit qu'elle voulait faire mieux, mais qu'elle avait besoin de temps pour digérer cette nouvelle perspective et comprendre comment changer des habitudes qu'elle n'avait pas reconnues. Cette conversation a marqué le début d'un lent processus de reconstruction avec Emma. Elle a commencé à m'appeler pour me demander des nouvelles de mon travail et de ma vie, plutôt que seulement quand elle avait besoin de quelque chose. Elle a fait des efforts pour s'adapter à mon emploi du temps lors de l'organisation d'événements familiaux. Elle a célébré mes réussites professionnelles publiquement et avec enthousiasme. Les changements n'ont pas été immédiats ou parfaits, mais ils étaient sincères et durables. Emma semblait comprendre que reconstruire la confiance nécessitait une démonstration constante de nouvelles priorités, pas seulement des promesses de changement. Mes parents et Jake étaient moins réceptifs aux commentaires sur la dynamique familiale. Ils continuaient à voir mes limites comme un égoïsme temporaire dont je finirais par me défaire. Ils ont fait des efforts occasionnels pour m'inclure de manière plus équitable, mais ces efforts semblaient artificiels plutôt que sincères, et ils n'ont pas duré longtemps. J'ai fait la paix avec le fait que toutes les relations familiales ne pouvaient pas être réparées, même avec de la bonne volonté des deux côtés. Certaines personnes ne sont pas disposées à examiner leur comportement honnêtement et certains schémas sont trop ancrés pour changer de manière significative. J'ai appris à aimer mes parents et Jake tout en me protégeant de leur mépris. Aujourd'hui, 3 ans après mon dîner d'anniversaire annulé, ma vie est complètement différente. Je m'épanouis dans ma carrière d'infirmière praticienne, me spécialisant exactement dans le domaine dont je rêvais. Michael et moi nous sommes fiancés le mois dernier et nous planifions un mariage qui reflète nos valeurs et nos priorités plutôt que d'essayer de répondre aux attentes de quelqu'un d'autre. J'ai une relation proche avec Emma qui est basée sur le respect mutuel et un intérêt sincère pour la vie de l'autre.
Nous nous soutenons mutuellement à travers les défis et célébrons nos succès de manière égale. Notre relation prouve que la dynamique familiale peut changer quand les gens sont prêts à faire le travail nécessaire pour l'équité et le respect. J'ai appris qu'exiger un traitement approprié n'est pas égoïste, c'est nécessaire pour des relations saines. J'ai appris que l'amour familial sans respect n'est pas vraiment de l'amour du tout, c'est juste de la gestion d'attente. J'ai appris que je peux aimer les gens tout en refusant d'accepter un mauvais traitement de leur part. Plus important encore, j'ai appris que ma valeur n'est pas déterminée par la reconnaissance qu'en a ma famille. J'ai passé 29 ans à essayer de mériter un traitement égal dans des relations où l'égalité n'était jamais disponible. Maintenant, je consacre mon énergie à construire des relations où l'égalité est le fondement plutôt que l'objectif. Si vous regardez ceci et reconnaissez vos propres schémas familiaux, je veux que vous sachiez que poser des limites fait peur au début, mais ça devient plus facile. Exiger le respect est inconfortable quand on a l'habitude d'accepter le mépris, mais vous méritez d'être valorisé comme il se doit. Vous n'avez pas à accepter moins d'amour, moins de soutien, moins de célébration ou moins d'égards que ce que reçoivent les autres membres de la famille. Vos réussites comptent. Votre temps a de la valeur. Vos sentiments sont légitimes. Votre succès mérite d'être célébré. Construire une vie qui honore votre valeur peut signifier décevoir des gens qui profitaient de vos standards plus bas, mais décevoir des gens qui ne vous respectent pas n'est pas une perte, c'est un progrès. Avez-vous vécu des dynamiques familiales similaires? Avez-vous eu du mal à être le membre de la famille dont les besoins passent toujours en dernier? Partagez votre histoire dans les commentaires, parce que reconnaître ces schémas est la première étape pour les changer. Et si cette histoire vous a touché, s'il vous plaît, likez et abonnez-vous, parce que créer du contenu qui valide des expériences comme les nôtres aide à construire le soutien communautaire dont beaucoup d'entre nous avaient besoin, mais n'ont pas reçu à la maison. Souvenez-vous, vous méritez un traitement égal, une célébration authentique et un respect mutuel. N'acceptez pas moins que ça de qui que ce soit, même de la famille. Surtout de la famille.